Salut à tous, bienvenue. Vous connaissez son nom, vous connaissez son visage. Il s'appelle Daniel Benaïm. Il a dirigé pendant plus de 4 ans l'Agence Juive France à Paris. Voilà, il est de retour en Israël. Sa mission se termine, il en commence une autre et c'est un plaisir de l'accueillir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Daniel Benaïm, bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour, je suis ravi d'être ici, Cathy. Oui, parce que vous êtes venu dans nos studios pendant votre mission en France, mais je n'ai jamais eu le plaisir de vous avoir ici au micro. C'est vrai que j'étais plutôt invité dans la partie actualité. Très sérieuse. Actualité à chaud. Mais en tout cas, nous, en France, vous nous avez accompagnés, même nous, dans nos missions. On écoutait les émissions et puis on écoutait ces récits d'Alia, de ces mêmes personnes qu'on a vu partir ou qui sont parties depuis longtemps. Et ça nous donnait aussi beaucoup d'idées dans notre travail. Je tiens à vous le dire. Ça me fait bien plaisir parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le retour de ce que ça donne. On entend de temps en temps, mais de vous donner des idées pour votre travail, ça, c'est sympathique à savoir. Je crois que chaque histoire est personnelle, mais que d'un autre côté, l'Alia est un mouvement populaire. Et le fait de raconter ces histoires permet à de nombreuses personnes de s'identifier, de prendre de chacun peut-être une parcelle de son histoire et de se reconnaître dans cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est des outils qui nous servaient à nous aussi. Mais je crois parce que moi, je n'ai pas beaucoup suivi ou pas tant suivi le développement de Studio Kalita en Israël auprès des francophones israéliens. Mais par contre, j'en ai vu l'impact sur les Français qui sont en France. Et je n'ai aucun doute, ça je peux le dire, que ces dernières années, le rôle joué par Studio Kalita a été très important. Il a accompagné la réflexion, la connaissance des personnes qui sont encore en France, qui cherchent à mieux comprendre la société israélienne et qui cherchent aussi à avoir des réponses directes, pas des réponses de journalistes sans attaquer qui que ce soit, pas des réponses de chalières de l'agent juif, comme ça j'aurais... Du vrai, mais du vrai, voilà, du réel, du récit. Et tous ces récits, toutes ces personnes qui passent par votre studio font réfléchir, font penser, font avancer, chacun sur son parcours personnel. Ouais, et puis chacun est unique, c'est ça qui est toujours extraordinaire parce qu'on a l'impression que les parcours se ressemblent et même s'ils se ressemblent, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, en tout cas pour moi, toujours un plaisir d'écouter tous ces récits d'Alia. Alors, Daniel Benaïm, vous avez été directeur, donc on l'a dit, de l'Agence Juive en France pendant plus de 4 ans et demi, à une période où l'Alia a eu un boom historique, on peut le dire. Oui, je crois qu'on peut le dire. En tout cas, on espère. Je vous dis la vérité, c'est la chose que j'ai dit aussi. En finissant ma mission, j'ai dit que je suis très content d'avoir été à la tête de l'Agence Juive pendant ces années qui ont marqué l'histoire des Juifs de France et l'histoire de l'État d'Israël aussi, avec une vague d'Alia jamais connue auparavant. Mais je suis prêt dès demain matin à perdre ce record et à l'offrir à mon successeur, à Uriel Gottlieb, ou à qui viendra par la suite. C'est un record qu'on est prêt à abandonner immédiatement. En espérant que les années futures seront encore plus fructueuses qu'elles ne l'ont été quand j'ai pu être en France pendant les années 2014-2016 par exemple. Alors avant de revenir sur votre parcours plus personnel, qu'est-ce que vous gardez de ces 4 ans à la tête de l'Agence Juive? Vous avez dû travailler avec les pouvoirs publics français, vous avez dû travailler avec les jeunes, avec les personnes âgées, vous avez connu tous les problèmes qui font que parfois les Juifs de France hésitent à venir. Vous avez vu aussi ceux qui sont très très contents de venir, enfin vous avez connu tout le monde. Qu'est-ce que vous gardez ? Je garde le souvenir de 2 phénomènes liés. Ils sont même pas parallèles. Ils sont peut-être parallèles. Mais ils ont quelque chose de contradictoire et ils incarnent peut-être aussi l'histoire juive au présent. J'ai senti pendant ces années-là un engouement incroyable qui ne provenait pas, en tout cas dans ma vision et dans la façon par laquelle j'ai pu le percevoir dans les discussions qu'on a pu avoir avec tant et tant de personnes, j'ai l'impression que cet engouement provenait du plus profond de l'histoire juive. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une réponse à tel ou tel acte immédiat, que peut-être que l'action était immédiate, mais que cette action s'inscrivait dans une chaîne de transmission historique que ce juif qui habitait Paris 13e, Sarcelles, Saint-Brice, Marseille, Nice ou Toulouse en 2015, c'est lui qui
qui passait à l'acte, mais en passant à l'acte, il incarnait finalement l'histoire qu'il portait sur ses épaules de générations qui en avaient rêvé. Et j'ai senti cet engouement, j'ai senti qu'il y avait ici un mouvement qui n'était pas uniquement la réponse à tel ou tel événement, mais qui s'inscrivait dans cette chaîne incroyable du retour du peuple juif sur sa terre. Je l'ai senti, je dirais que je l'ai vu transpirer. C'était quelque chose qui était extrêmement présent dans ces communautés juives dans lesquelles on a pu arriver, dans lesquelles on a été souvent reçus avec beaucoup de respect, beaucoup de joie. Et j'avais l'impression quelque part, alors que les périodes étaient complètement différentes, d'entendre les récits des shlichim de l'agence juive qui arrivaient dans certains pays dans les années 50. On n'était pas dans les mêmes périodes, on n'était pas dans les mêmes réalités, mais il y avait quelque chose de particulier que de représenter l'État d'Israël à ce moment-là. Ça, je l'ai senti, une première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai aussi pu ressentir, entre autres par le ralentissement de cet engouement, je dirais le rafraîchissement, parce que je crois qu'il existe encore. Il est juste un petit peu congelé pour l'instant, un petit peu gelé. Il va certainement se réchauffer encore dans les mois, les années à venir. Mais j'ai senti aussi que être un juif en exil, c'est aussi un statut qui accompagne le juif depuis de très nombreuses années. Et que on est bientôt la fête de Pessah, la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, tout le monde n'est pas parti. Beaucoup sont restés. Et beaucoup n'ont pas cru en l'avenir de ce peuple qui était en train de se créer. Alors justement, vous avez senti ça, ceux qui vont rester, ceux qui se disent c'est pas pour moi, ceux qui... J'ai senti ceux qui cherchent en permanence des raisons de ne pas partir. Pour ne pas partir. Mmh. Je ne suis pas sûr Alors, ils se convainquent que ce n'est pas pour eux, ils se convainquent qu'il y a tel ou tel problème, ils pensent que culturellement, que religieusement, on peut entendre d'ailleurs des énormités des fois, mais j'ai l'impression que ce pas est un pas qui est difficile à passer, et ça, on l'a compris. Et on accompagne avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité aussi ces familles surtout qui ont pris cette décision. C'est une décision qui est lourde de sens, lourde de responsabilité, mais que d'un autre côté, on se raccroche à la moindre raison de ne pas partir. J'aurais dit que... Ça fait peur encore de faire son alien en 2019 ? Oui, ça fait encore peur de faire son allié en 2019. Et puis, on a un certain confort de vie. D'ailleurs, quel qu'il soit. Des fois, quand on est israélien, ou quand on est... Je le dis souvent, quand on est devenu un Israélien, même d'origine française, on regarde des fois certains de nos frères qui sont encore là-bas, dans certaines réalités, et on se dit, mais à quoi ils s'accrochent ? Mais ça veut dire, la vie ici est tellement plus riche, tellement plus intense. Qu'est-ce qui les retient encore là-bas ? Mais quand on est encore là-bas, et qu'on a un certain confort de vie, qui n'est pas obligatoirement un confort matériel, qui est le confort de l'habitude en fait. On a du mal à s'imaginer le changer. Ouais, tout à fait. Et pourtant, beaucoup d'entre eux, et ça c'était juste pour renforcer cette idée, beaucoup de ces Olim, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, des fois on en a croisé certains après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, et ils vous disent, j'arrive pas à comprendre que j'ai attendu si longtemps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, et qu'on a découvert la richesse de la vie en Israël, on se dit que pendant toutes ces années où on n'était pas en Israël, on est passé à côté de quelque chose. Mmh. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez expliqué que vous, lorsque vous êtes monté très jeune, juste après le bac, vous aviez à peine 17 ans, vous aviez décidé de réconcilier votre identité. Alors, c'est une très jolie expression. J'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire, de réconcilier son identité. Enfin, plus exactement, moi, j'avais l'impression que mon identité, j'avais réussi à la réconcilier, mais j'avais, là où d'autres n'ont peut-être pas réussi parce qu'ils avaient fait des choix, et je vais vous expliquer, mais je n'avais pas envie que mes enfants aient à se poser certaines des questions que j'ai dû me poser en grandissant. Donc moi j'ai grandi dans une famille traditionnaliste qui était arrivée du Maroc quelque temps avant ma naissance. J'ai grandi à Sarcelles dans une communauté qui était une communauté importante. J'ai grandi dans le cadre... Vous étiez pratiquant quand même ? J'étais, oui, traditionnaliste, pratiquant, qu'il est devenu un peu plus avec les années. J'étais membre d'un mouvement de jeunesse dans lequel j'ai été très très actif très jeune, le Bnei Akiva. Voilà. Et j'étais à l'école publique, donc je n'ai pas grandi dans le cadre d'une école juive, ce qui était quand même assez courant à l'époque. L'école juive fédérait beaucoup moins de familles et il y en avait moins surtout. Beaucoup moins d'enfants qu'aujourd'hui, tout à fait. Et j'ai eu le sentiment
assez rapidement, quand j'étais au lycée, j'avais décidé que je voulais porter la kippa. C'était un choix et un cheminement personnel. Et donc j'arrivais au lycée, j'enlevais la kippa, je la mettais dans la poche. Je sortais du lycée, et je me remettais ma kippa parce que c'est moi qui le voulais. C'était mon choix. Et je l'ai vécu très bien. J'étais actif dans un mouvement de jeunesse. J'ai eu aucun problème par rapport à tout ça. Mais j'avais le sentiment de vivre avec une certaine forme de schizophrénie, d'identité qui devait se dédoubler. Alors certains vous diront, bah oui, c'est la vie d'un juif, on est juif à la maison, on est juif à la maison et puis on est citoyen. Voilà. Mais moi déjà à l'époque, je n'adhérais pas à cette théorie, je n'y adhère toujours pas aujourd'hui. Je sais qu'elle refait surface en France aujourd'hui. Beaucoup de leaders communautaires aujourd'hui essayent de recréer l'israélite qui avait, grâce à Dieu, disparu avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. On essaye de recréer cette identité double, soit juif à la maison, soit citoyen en dehors de la maison. Et déjà, moi, à l'époque, à 17 ans, j'avais du mal à me dire que je dois être... Intellectuellement, c'était pas satisfaisant pour vous. Oui, parce que c'était pas un problème technique. C'est pas que j'ai été victime de quoi que ce soit. Non. J'étais dans un lycée dans lequel il y avait 2000 élèves. Un tiers des élèves étaient juifs. On avait le droit à l'époque, parce que la laïcité était vécue différemment. J'étais responsable d'une association de jeunes à l'intérieur du lycée. On organisait les fêtes. Le grand rabbin Goetz, qui était le grand rabbin de Sarcelles, venait à chaque fête nous faire un petit discours, lire la Megillah. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai eu un problème sur une vie juive technique. Mais ce sont des choses qui ne pourraient plus avoir lieu aujourd'hui. Non, ce sont des choses qui n'ont plus lieu aujourd'hui, qui ne pourraient pas avoir lieu. Ouais. Et je dis que même à l'époque où ces choses pouvaient avoir lieu, moi j'avais le sentiment que je n'étais pas une seule personne. Et je sentais que l'histoire juive, l'histoire du sionisme qui m'avait été racontée et à laquelle je m'identifiais, je sentais que dans le cheminement sioniste et dans le cheminement sioniste religieux, parce qu'à l'époque c'était comme ça aussi, je commençais à me définir, il y avait quelque part une nouvelle étape pour le juif qui lui permettait de ne plus être un juif de l'exil, c'est-à-dire citoyen de l'endroit dans lequel on veut bien lui accorder la citoyenneté, parce que ce n'a pas toujours été le cas, et juif à la maison. Des hasards historiques, on va dire. Voilà, et que là, on pouvait être les deux. Et j'aimerais vous raconter une anecdote, on n'en a pas parlé, mais en général, je retiens la date, mais là, je n'ai pas la date précise, mais comme on est en période électorale, en juin 1992, je ne me souviens plus la date précise, j'ai voté. J'ai eu 18 ans après être arrivé en Israël, en décembre. J'étais arrivé en août, et en juin 1992... Vous avez voté en Israël? J'ai voté en Israël. Okay. C'est la première fois de ma vie que je votais. Okay. Parce que je n'avais pas 18 ans en France. Et j'ai voté en Israël. Et je peux vous dire que, voilà, j'en ai encore les frissons là en racontant ça, que c'était un jour qui était... alors, il y a le jour où on reçoit sa carte d'identité. Et le jour où j'ai été voté, j'ai écrit une lettre à mon mouvement de jeunesse, parce que les gens me connaissaient encore, j'étais en Israël que depuis un an. Et j'ai écrit une lettre sur ce qu'a signifié... au fil des années, durant l'histoire, le fait d'être juif dans les pays dans lesquels les juifs vivaient, et que tout d'un coup, ce qui était quelque part une forme de tare, d'anomalie dans des sociétés dans lesquelles le juif n'a jamais vraiment été accepté complètement, devenait tout d'un coup une sorte de privilège, de quelque chose le fait qu'à l'époque, il y avait marqué sur la Teudat Zehut, sur la carte d'identité, il y avait marqué le mot Yehudi, le mot juif, et pour la première fois dans l'histoire, le fait d'avoir inscrit sur sa carte d'identité le mot juif n'était pas un signe restrictif. Et c'était pour moi le jour où j'ai été voté, alors outre le fait que c'était la première fois que je votais de ma vie, mais de voter en Israël et puis de sentir que... Et là, un de vos collègues, Bernard, je le cite, Bernard Zanzouri, a mis un post très intéressant ces derniers jours. Il a dit c'est le seul pays... Salut d'ailleurs s'il nous écoute. Salut Bernard. C'est le seul pays au monde où on voit des gens aller voter et se prendre en photo parce qu'ils vont voter et de publier autant de posts d'un geste qui paraît complètement anodin. Mais voter en Israël, c'est en fait... Anodin et secret. Anodin, secret, mais voilà. Et tout le monde on a envie de dire au monde entier que non seulement on a voté, mais en plus pour qui on a voté. Parce qu'on a peur de rien. Tout le monde est sur Facebook à dire qu'on a voté. Parce qu'en Israël, on sent que ce petit papier, cette petite enveloppe, ce geste dans l'urne, est quelque chose qui est goraliste, c'est-à-dire que ça va décider de la destinée du peuple. Voilà, de la destinée du peuple, de la destinée du pays. Alors justement, et ça, je le sentais déjà en 1992, alors que j'étais en Israël depuis un an. Alors ça tombe très bien parce que quand vous parlez, on sent en vous l'éducateur, et pour cause, puisque vous avez pendant de nombreuses années travaillé dans le monde de l'éducation juive, ce qui n'était pas évident au départ, puisque vous vous êtes dirigé dans des études tout à fait, on va dire, classiques. Vous avez étudié Minhal Asakim et Kalkala, donc économie et gestion, on va traduire ça comme ça.
Et pourtant, c'est une carrière dans l'éducation juive que vous avez menée pendant un temps. Est-ce que pour parler d'Alia, il faut forcément être éducateur ? Je crois en tout cas que l'Alia, dans le monde occidental, dans un monde libre, parce que ça, là-dessus, il faut se le rappeler, les Juifs de France, par exemple, avec lesquels j'ai travaillé ces dernières années, sont des Juifs, sont des hommes libres. Ils vivent librement, bien que des fois, on a l'impression, quand on regarde ça d'Israël, que tout est extrêmement difficile, qu'ils sont étouffés, etc. Non. Donc, l'Alia est un choix. Et je crois que dans le monde dans lequel l'Alia est un choix, elle répond en général à un processus éducatif, c'est-à-dire à un processus identitaire. Nous avons rencontré ces dernières années, et on a vu des dizaines de milliers de personnes. Elles n'ont pas toutes fait leur Alia, mais je veux dire, on en a rencontré beaucoup à travers les soirées d'information, etc. On n'a pas vu énormément de personnes qui tombaient de la lune, les restes de Bereshit. On a vu des personnes qui étaient connectées à une forme d'identité juive et qui ont senti à ce moment précis que l'expression la plus totale de leur identité juive était l'Alia, était le fait de venir en Israël. Religieuse ou pas religieuse d'ailleurs, pratiquante ou pas pratiquante. Mais on n'a pas vu des gens qui n'avaient pas une connexion identitaire et qui, du jour au lendemain, se sont dit « je vais peut-être aller m'installer dans le pays dans lequel des bombes tombent ». C'est-à-dire que pour arriver à prendre une décision aussi illogique, entre guillemets, que celle de venir dans un pays comme Israël, il faut qu'il y ait quelque chose du domaine de l'irrationnel. Et cette part d'irrationnel, c'est la part que j'appelle identitaire, la part éducative. Donc, par conséquent, moi, j'ai toujours considéré que l'Alia d'un pays occidental et d'un pays comme la France, que je connais très bien, et d'une communauté juive comme la France, est l'aboutissement d'un processus identitaire, d'un processus éducatif. Vous pensez que l'État d'Israël a donné assez de moyens pour que cette Alia de France, on parle toujours d'un réservoir potentiel de 200 000 personnes qui pourraient monter en Israël. Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël a été au niveau ? Est-ce qu'il peut encore faire des choses ? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour faire venir tous ces gens qui attendent ? Bon, d'abord, moi, je suis moins convaincu du chiffre du potentiel. D'accord. Pour plein de raisons. On sait aujourd'hui qu'au maximum, en étant le plus large possible et en comptant tous les types d'activités communautaires qui peuvent exister en France, il y a un maximum de 200 000 juifs qui ont une connexion, quelle qu'elle soit, avec la communauté. Il est difficile d'imaginer que toutes ces personnes-là aient envie demain de venir en Israël. Mais les chiffres n'ont pas trop d'importance. Je crois effectivement qu'il y a en tout cas au moins un bon noyau de 50 000 juifs qui pourraient venir en Israël dans les prochaines années. Est-ce que tout a été fait ? C'est une question, on va dire, qui revient souvent ces derniers temps. Je crois que beaucoup a été fait. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler une chose importante. L'État d'Israël a su faire face dans l'histoire à une alia d'urgence. C'est-à-dire que quand il a fallu du jour au lendemain accueillir des Juifs qui viennent d'une situation de crise, quelle qu'elle soit, que ce soit 1 million des Juifs de l'ex-URSS parce qu'une opportunité, une occasion se présentait, ou que ce soit les pays d'Orient, d'Afrique du Nord, etc., l'État d'Israël l'a fait tant bien que mal. Je crois qu'en Israël, on sait aussi intégrer ce que j'appellerais l'Alia du goutte à goutte, l'Alia naturelle. L'Alia qui vient naturellement, les 3000 Américains, les 600 Anglais, les 1500 Français, ce qui vient naturellement. Là où il y a eu une difficulté, c'est que tout d'un coup, en l'espace de 3 ans, par exemple, les années 2014-2016, 20 000 Juifs de France sont venus. Alors on n'était ni dans l'Alia de masse, ni dans l'Alia, ce que j'appelais le flux naturel. Et il a fallu, comme on dit en hébreu, torquer des noix, en mouvement, arriver à trouver des solutions nouvelles à une situation qui n'était pas habituelle, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité de mettre... de sortir les grands moyens qu'on fait lorsqu'on est en situation de crise, et on n'avait pas et les situations habituelles n'offraient plus le répondant nécessaire. Si habituellement dans une classe de CP dans une ville comme Jérusalem ou comme Natania dans certaines écoles, on avait 3 élèves francophones, alors ils s'intégraient naturellement sans même faire le moindre effort. Maintenant, il y en a, quand tout d'un coup ils sont 15, il y en a 25, même 20 sur une classe de 30, ça fait beaucoup. Et donc à ce moment-là, il faut créer des nouveaux outils. Je crois qu'un certain nombre d'outils ont été créés. C'est pas que Israël est resté les bras croisés en disant OK, on attend que ça se passe. Non. Il y a eu, quand je regarde ce qui existait en 2013 et ce qui existe en 2019, il y a déjà beaucoup d'avancées. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Sûrement. Est-ce qu'on peut faire plus ? On peut toujours faire mieux. J'ai aucun doute qu'on peut faire mieux. J'ai aucun doute qu'on peut faire plus. Je crois qu'il y a une volonté. Je crois qu'il y a une volonté politique aussi. Au niveau politique,
je crois que les Juifs de France sont aimés, sont appréciés, et que, quel que soit le parti politique, d'ailleurs, en période électorale on peut le dire, il y a une volonté de l'État d'Israël qu'il y ait de plus en plus de Juifs de France qui viennent s'installer en Israël. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors justement, puisqu'on parle d'installation, donc on imagine intégration, ça vient juste derrière. Comment c'était pour Daniel Benaïm de faire son alia, de s'intégrer, de faire des études en hébreu, alors que vous n'étiez pas dans une école juive? Je ne sais pas si vous parliez l'hébreu à l'époque. Quelles ont été vos difficultés, les difficultés que vous avez dû surmonter? Alors, quand je suis arrivé en Israël, j'ai étudié, voilà, c'était aussi une réalité de l'époque, on pouvait être à l'école publique et étudier l'hébreu. Donc j'ai étudié l'hébreu en langue vivante 2. Et j'ai eu un professeur, Madame Gisèle Sultan, que je salue, excellent, qui m'a donné les bases, mais qui étaient des bases théoriques, parce que c'est ce qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend les langues à l'école. Mais par contre, j'ai compris en arrivant que si je voulais... vous intégrer. Je suis indépendamment de l'hébreu, indépendamment de l'aliyah, je suis amoureux de la langue. Donc voilà, j'aime l'écrit. Ça vous a aidé. J'aime la langue. Mais j'ai compris que si je voulais m'intégrer, faire ma place en Israël, il fallait que j'acquière aussi ce niveau de langue en hébreu. Donc j'ai fait l'effort nécessaire pour que l'Ulpan que nous avons eu la première année pendant 5 mois intensifs soit un Ulpan sérieux dans lequel moi je participe sérieusement pour apprendre, etc. Et puis après on se fond dans la société. Je veux dire qu'il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui. Qui aident. Qui ont aidé à l'époque et qui aident de façon différente aujourd'hui. Enfin, c'est un peu compliqué, il n'y a jamais du blanc et du noir. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, on était déconnectés. Voilà, une minute de téléphone entre la France et Israël coûtait 3 €. Ouais. D'accord ? Peut-être aujourd'hui, ça ne paraît pas beaucoup. À l'époque, c'était 20 francs, c'était 19 francs quelque chose. Voilà. C'était énorme. Je me souviens, c'était énorme. On parlait à ses parents une fois par semaine, on avait un rendez-vous, il y avait un téléphone. Dans le meilleur des cas, certains, c'était une fois par mois. Voilà, donc c'était des réalités qui différentes. Pour téléphoner, pour que nous, on puisse téléphoner, on devait aller à la poste. Il y avait des centres de téléphone. On ne pouvait pas appeler, quand je suis arrivé en Israël, on ne pouvait pas appeler de l'étranger. On ne pouvait pas appeler d'une cabine publique l'étranger. Il y avait évidemment pas de téléphone portable. Ouais. Il n'y avait pas non plus de câbles, de télévision. Il y avait beaucoup moins d'Internet. Il y avait beaucoup moins de culture française, de français en fait dans notre vie. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Alors c'était différent. Et je ne crois pas qu'il y a des situations qui sont bien et pas bien. Parce que je vous dis, ça facilitait l'intégration dans certains cas. D'un autre côté, je pense que par exemple, à cette époque, il y avait moins de personnes retraitées qui pouvaient venir parce que la peur d'être déconnecté d'une vie antérieure effrayait et freinait. Alors qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont le sentiment de venir, mais de continuer de prendre avec eux une partie des choses qu'elles avaient là-bas. Alors certains vous diront non, c'est pas bien ça, parce que ça leur permet pas de s'intégrer. Alors peut-être que ça fait que l'intégration est ralentie, elle est moins rapide. Elle est plus lente. Voilà. Mais elle est de meilleure qualité. Mais d'un autre côté, elle permet aussi aux gens de dépasser cette peur, de dépasser le risque de se déconnecter complètement de ce qu'ils étaient avant. De gérer les angoisses existentielles. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a du bien et du moins bien dans chaque situation. Ce qui est sûr et ce qui n'a pas changé, c'est que si on veut s'intégrer en Israël, on doit y mettre la volonté. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé en Israël, mais ça, je tiens à le dire, ça a caractérisé moi, j'ai accompagné quand même des vagues indépendamment de mon dernier rôle où j'étais à l'ALIA de l'Agence juive en France, j'ai quand même vu arriver, principalement dans les programmes de jeunes, des jeunes, année après année, qui sont arrivés en Israël. Et je crois que ce qui a caractérisé les Juifs français, c'est que lorsqu'ils arrivaient en Israël, ils voulaient devenir israéliens. C'était pas le cas de toutes les aliotes. Les Américains, par exemple, c'est pas le cas. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui disent que les Français deviennent comme les Américains, moi je ne crois pas. Je crois simplement que comme il y a eu un effet de masse et que aujourd'hui, alors comme on l'a dit tout à l'heure à l'école, dans mon quartier il y a plus de gens qui parlent français, au travail il y a plus de gens qui parlent français, donc je fais un peu moins d'efforts. Ça va être un peu plus long, mais je crois que le Juif français a vocation culturellement parce qu'il est très juif au niveau identitaire, parce qu'il est très sioniste, parce qu'il connaît Israël. Il a vocation à devenir israélien très rapidement. Et il faut tout faire pour que cette chose-là ne change pas. Les Juifs qui sont arrivés de France en Israël sont devenus des Israéliens. Ils n'ont pas obligatoirement mis une croix sur leur culture française, sur ce qui les attachait à la France. Ils ne se sont pas mis à cracher sur la France. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Au contraire, on a reçu beaucoup de choses en France. On peut en être reconnaissant, ça c'est sûr. À part ça, on peut apprécier ces choses-là. Mais d'un autre côté, on a envie d'être Israélien en Israël. Et il faut continuer à encourager cela. Alors justement, être israélien en Israël, c'était votre cas pendant longtemps, puisque vous avez travaillé à l'expérience israélienne, travaillé à israélite. Vous avez eu plusieurs fonctions, d'ailleurs, vous occupiez d'éducation juive.
Donc vous viviez ici, vous avez fondé votre famille ici, et lorsque vous avez été appelé pour avoir cette mission, cette responsabilité au sein de l'Agence juive de France, vous avez dû personnellement faire des sacrifices puisque votre famille est restée en Israël et vous êtes parti en France. Donc c'était vraiment quelque chose de, j'imagine, très très pensé, très fondé et qui devait être vraiment important pour vous pour faire un sacrifice personnel pareil. Oui, d'ailleurs, j'aimerais vous expliquer pourquoi ce choix, parce qu'en fait, il est connecté directement à cette identité réconciliée à 17 ans. Et c'est que lorsque l'Agence juive me demande me demande de partir en France en été 2014 pour remplacer Ariel Kandel à la tête de l'Agence juive en France, nos enfants arrivent à un âge de l'adolescence en Israël, cet âge-là même où ils vont recevoir cette éducation d'une qualité indescriptible donnée en Israël, parce que j'entends des choses tellement... On entend beaucoup de choses. J'entends des choses, mais tant qu'on n'a pas vécu... Vous savez, l'une des choses qui est incroyable dans la Aliyah, c'est qu'on est en Aliyah permanente. Et en permanence. Il n'y a pas de problème avec cela. J'ai appris des choses à 17 ans en arrivant. J'ai appris des choses nouvelles quand mes enfants sont rentrés au GAN. Mais c'est sûr, parce que quand on est parent pour la première fois en Israël, on ne connaît pas le système scolaire, voilà. On ne l'a pas expérimenté par nous-mêmes, donc on découvre. J'ai appris des choses avec ma fille qui termine son bac sur le bac israélien pendant qu'elle le vivait. D'ailleurs, le bac français va de plus en plus ressembler au bac israélien, comme quoi, quand on dit qu'il faut prendre de là-bas, regardez tout ce qu'il y a à apprendre d'ici. Et quand on me propose donc ça en 2014, les enfants sont à un âge où c'est l'âge des mouvements de jeunesse, c'est l'âge de leur engagement, c'est l'âge du bénévolat, c'est l'âge de tout ce que la société israélienne offre d'extraordinaire à une jeunesse engagée. Et on réfléchit avec ma femme, et donc bien qu'il y a une volonté très importante de prendre part à cette histoire qui est en train de se jouer, on décline la proposition et puis on dit que c'est pas le moment, on peut pas le faire, etc. Vous avez dit non une première fois. On a dit non parce qu'en fait c'est un poste en famille. Et puis finalement, de discussion en discussion et de fil en aiguille, on est arrivé à créer un modèle qui n'existait pas. Ma famille est restée en Israël. Moi, je suis parti en France parce que la mission était très importante et qu'on voulait s'inscrire dans ce moment historique que vivait l'État d'Israël, que vivait la communauté juive française. Et on a décidé qu'on ne pouvait pas déconnecter nos enfants à cet âge si important dans leur vie, dans les choix de vie d'Israël. Que finalement, si à 17 ans, j'ai fait mon Aliyah pour que nos enfants, Anaël et Tsuriel, qui à l'époque avaient l'âge de rentrer collège, lycée, etc., puissent avoir une identité réconciliée, j'avais pas envie à ce moment-là qu'ils partent en France. Donc ça a été un choix familial difficile, pas simple à vivre au quotidien. J'imagine. Mais aujourd'hui... avec le recul. Avec du recul, il y a d'abord aucun regret dans deux sens. Le premier, c'est que ce que m'avait promis, entre guillemets, l'Agence juive dans le sens d'une aventure humaine incroyable, c'est réalisé parce que ça a été des années, voilà, il n'y a pas tellement de mots pour les décrire. Et que d'un autre côté, au niveau des enfants, quand je vois ce qu'ils ont vécu pendant ces années-là en Israël, encore une fois, dans le cadre de leur yeshivot, de leur ulpenot, de leurs écoles, des mouvements de jeunesse, de tout ce que la société israélienne offre à un jeune, eh ben, j'ai pas de regret. Et puis quand je vois ça, je le racontais aussi souvent aux personnes que j'ai pu rencontrer en France, sachez que vos enfants, quand ils vont arriver en Israël, le mot épanouissement est petit pour décrire ce qui va leur arriver. Alors, vous êtes aujourd'hui nommé pour diriger le département religieux de la Chavaya israélite, une maison que vous connaissez bien. Donc, c'est un nouveau département qui est créé. Non, c'est un département qui existait déjà. Globalement, c'est en parallèle à ce que fait la Chavaya israélite. La Chavaya israélite œuvre l'expérience israélienne dans beaucoup de domaines, beaucoup de programmes, les mouvements de jeunesse, les organisations étudiantes, les écoles, les programmes Massa, etc. Il y a traditionnellement un département qui gère tout ce même type de programme face à des structures qui sont des structures, on va dire, plus orthodoxes. Orthodoxes, on peut le dire carrément. Voilà, oui. Au sens large du terme, parce qu'un orthodoxe à la française, à l'américaine, c'est quelque chose qui est différent. Et dans lequel on a développé au fil des années un certain nombre de programmes. Donc, que je vais réintégrer dans quelques jours. Que vous allez réintégrer dans quelques jours. Ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Juste pour terminer, parce que j'aime bien poser ce genre de questions, est-ce que vous avez une image qui vous reste en tête, un souvenir, quelque chose qui vous a marqué en tant que juif, en tant que directeur de l'agence juive, à titre personnel ou pas, pendant toutes ces années passées à Paris, où vous avez vu les grands de ce monde, mais pas que?
il y a beaucoup d'images sur ce qui s'est passé à Paris. Il y a eu des moments douloureux, des moments tragiques. C'est difficile de... Il y a eu des moments de joie. Vous savez, à Paris, il y a un événement qui est unique au monde, qui s'appelle la cérémonie des Olim. Elle a lieu une fois par an depuis 2006, dans le cadre d'une synagogue consistoriale. Et c'est une cérémonie très particulière dans laquelle le grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris, le président du consistoire, donc les autorités de la communauté juive française, remettent symboliquement, soit à l'ambassadeur d'Israël en France, soit à un ministre qui est de passage, des fois avec le président de l'agence juive, remettent un parchemin sur lequel sont inscrits les noms de tous les Olim de France de cette année-là. C'est une façon de dire, voilà, nous en tant que communauté, nous vous transmettons maintenant la responsabilité de nos enfants, de ceux qui ont grandi ici, à vous, État d'Israël. Et je dois vous dire que cette cérémonie, il y en a eu par exemple une en 2016 avec la présence du conseil, du Board of Governors, du conseil des gouverneurs de l'agence juive, donc de plus de 200 personnes qui venaient du monde entier, qui ont assisté à ça. Cette cérémonie, chaque année, revêt une émotion qui est très, 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 très forte. Il y a quelque chose d'une symbolique incroyable. Et quand je pense à cette mission en France, pourquoi je choisis ce moment précis ? Parce que il y a quand même quelque chose d'extraordinaire en France, c'est une communauté qui arrive à vivre de façon complètement décomplexée l'idée de la Aliyah. Il n'y a pas besoin, elle s'inscrit, en tout cas, comme l'un des parcours de vie juive. Ce n'est pas le cas partout. Ça pourrait l'être plus, mais là on revient à des choses dont on a parlé précédemment. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'avoir le sentiment que celui qui part en Israël, je partage pas toujours le fait de mettre en avant l'idée que l'Aliyah ne doit être qu'une décision et qu'un choix personnel. Je pense que la communauté pourrait s'engager de façon beaucoup plus forte à ce niveau-là. Ça, je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, le fait de considérer que celui qui a fait ce choix, la communauté se sent une part de responsabilité, se sent l'envie de l'accompagner. Ça vous touche ? Oui, c'est quelque chose qui est touchant parce que je peux vous dire que j'avais la responsabilité de certains autres pays pendant ma mission. Et lorsque nous avons essayé de faire ça dans d'autres pays, ça n'a pas marché. On nous a dit gentiment, faites-le au nom de l'agence juive, ne le faites pas au nom de la communauté juive. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Et il faut savoir reconnaître ces choses-là. Beaucoup d'acteurs communautaires en France sont capables de dire au président de la République, sont capables de dire au Premier ministre de la France qu'il n'y a aucun problème à ce qu'un juif soit un juif citoyen en France et qu'il décide, pour des raisons identitaires, de faire son aliyah demain. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, même si on est en droit d'attendre peut-être un engagement encore plus fort. Bon, alors on va finir sur ces mots en vous souhaitant toutefois bonne chance pour votre nouvelle fonction et bienvenue à la maison alors. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.